Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux ce soir pour cette conférence. Donc, on va commencer avec une ponctualité peu germanique, contrairement à ce que j'apprécie, mais c'était le temps de voir que tout le monde puisse venir avec les cours qui finissent à 17h30. Et donc, nous accueillons ce soir avec un immense plaisir et avec une immense gratitude parce qu'elle a un emploi du temps extrêmement chargé en ce moment. Florence Tamagne qui va ouvrir cette soirée qui se poursuivra après la présentation qui va durer 45 minutes et les échanges avec la salle sur cette conférence par un échange avec le collectif Luciole, qui sera représenté par Marion ce soir, la présidente du collectif, sur des questions qui lieront la conférence qu'on va entendre avec des interrogations actuelles. C'était la couleur qu'on voulait donner à cette soirée. Et donc on va commencer par une présentation de Florence Tamagne, qui s'intitulera « La répression des homosexuels et lesbiennes sous le nazisme, contexte, mise en œuvre, enjeu de mémoire », peut-être avec cette dernière partie qui ouvrira la discussion. Donc, Florence Tamagne est maîtresse de conférences à l'Université de Lille, chercheuse à l'IRIS, l'Institut de recherche historique du Septentrion, spécialiste d'histoire du genre, des sexualités, de l'homosexualité, y compris dans une perspective comparée européenne. Ça, c'est pour ces intérêts de recherche qui vont nous concerner directement ce soir. Mais Florence Tamagne travaille aussi sur les cultures et contre-cultures de la jeunesse et adolescente et l'histoire du rock, et les deux mélangés. Et donc, ce sera pour une autre conférence, peut-être l'année prochaine, dans le cadre du mois du genre. Tu as une très riche série de publications sur l'ensemble de tes intérêts de recherche que je ne vais pas pouvoir nommer ici de manière exhaustive, mais pour citer tes deux publications emblématiques en lien avec la thématique. Donc, il y a écrit l'histoire des homosexualités en Europe, 19e, 20e siècle, qui date de 2006, ou une publication de 2000, Mauvais genre, une histoire des représentations de l'homosexualité. Et par ailleurs, et je pense que tu vas en reparler largement dans le cadre de ta conférence, tu as été commissaire entre 2021 et 2023 d'une exposition que peut-être certaines et certains d'entre vous ont vue au mémorial de la Shoah à Paris, intitulée « Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie », qui a été reprise et enrichie en Belgique. Mais ces informations figurent sur la slide que vous voyez derrière moi. Et je viens d'apprendre qu'une version itinérante de cette exposition par panneau circule. Donc peut-être nous ferons venir à Angers pour que celles et ceux qui ne l'ont pas vue puissent la voir. Il est 17h42, je vais te laisser la parole donc pour 45 minutes de présentation et ensuite on aura un échange qui suivra avec la salle. Et merci beaucoup encore une fois d'être venu à Angers ce soir. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors je suis désolée parce que je suis assez grippée, donc la voix c'est pas exactement ça, mais je me réjouis donc de présenter cette conférence sur la répression des homosexuels et des lesbiennes sous le nazisme. Comme il a été dit dans la présentation, j'avais eu l'honneur d'être commissaire d'une exposition qui a tourné d'abord au mémorial de la Shoah, puis à la caserne d'Aussin en Belgique. Et la présentation que je vous propose aujourd'hui reprend en tout cas en partie certains des éléments qui ont pu être présentés dans l'exposition et reprend surtout plus ou moins le même principe. L'idée étant en particulier de ne pas isoler la période nazie, mais de bien montrer que les persécutions qui ont été menées durant cette période s'inscrivent en fait dans un contexte beaucoup plus large, un contexte européen qui remonte notamment au XIXe siècle. C'est ce que je montrerai un petit peu dans la première partie en faisant un point sur les législations existantes, sur le poids de l'homophobie, mais aussi sur le militantisme. Et c'est le thème justement du mois du genre ici, donc du militantisme homosexuel qui se développe dès la fin du XIXe siècle. Ensuite, je vous présenterai un point donc sur homosexualité et nazisme avec les étapes de
la répression. Le but étant peut-être de répondre à un certain nombre de questions. Combien de personnes furent touchées? Est-ce que les homosexuels et lesbiennes furent touchés de la même manière? Quels sont les territoires concernés par la répression? Et une mise au point sur la déportation des homosexuels, les fameux triangles roses. Et enfin, revenir donc sur cette longue quête de reconnaissance, une reconnaissance très tardive, notamment parce que, comme on va le voir, dans certains pays, dont l'Allemagne, la répression perdure bien après la chute du nazisme. Et je terminerai par une petite mise au point sur le cas français, puisqu'il y a beaucoup de recherches récentes qui ont été menées par à la fois de jeunes chercheurs, par Frédéric Stroh en particulier, Arnaud Bouligny et bien d'autres. Donc vous dire un petit peu, vous aurez des chiffres pour savoir ce qu'il en est. Et vous savez que c'est aussi une question d'actualité, puisque en 2024, par exemple, on a eu la proposition de loi du sénateur Hussein Bourgi pour la reconnaissance justement de la déportation et plus généralement de la répression de l'homosexualité en France. Alors, pour commencer avec cette mise en contexte, je reviendrai peut-être sur certains documents après. Je voulais faire une petite mise au point d'abord sur les législations avec quelques rappels. Premier rappel, pour le coup, on peut mettre en avant le cas français, puisque la France, en 1791, est en Europe le premier pays à supprimer ce qui était le crime de sodomie sous l'Ancien Régime, un crime passible de la peine de mort, alors sur le bûcher dans certains pays, par pendaison dans d'autres, sachant néanmoins que cette peine de mort était très rarement appliquée. Néanmoins, vous avez ici à l'écran une plaque qui commémore à Paris justement l'exécution, donc la dernière exécution pour sodomie de deux hommes, Bruno Lenoir et Jean Diot, qui avaient été arrêtés rue Montorgueil, et la plaque se trouve rue Montorgueil aujourd'hui. Donc la France supprime le crime de sodomie à la Révolution française. Le Code napoléonien de 1810 conserve cette dépénalisation, avec l'idée en fait qu'il s'agit d'un crime sans victime, à condition bien sûr que les partenaires soient consentants. Cette dépénalisation va faire de la France une sorte de modèle en Europe, et d'autres pays vont suivre donc l'exemple français, des pays qui sont majoritairement plutôt catholiques. Vous avez la Belgique qui dépénalise dès 1810, vous avez les Pays-Bas qui dépénalisent en 1811, l'Espagne en 1822, le Portugal en 1852, l'Italie en 1890, et certains États allemands, puisque l'Allemagne va être un peu au cœur évidemment de notre réflexion aujourd'hui, certains États allemands avaient dépénalisé en suivant l'exemple français. C'était le cas de la Bavière par exemple, ou du Wurtemberg, mais avec l'unité allemande en 1871, ce sera en fait le code pénal prussien qui s'appliquera, et ce code pénal, lui, pénalise l'homosexualité masculine. J'y reviens dans une minute. Alors, même si il n'existe pas de loi pénalisant l'homosexualité en France ou dans les pays que j'ai cités, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des formes de surveillance policière. Donc ça, c'est important. On pourra y revenir. Là, j'ai pas le temps, évidemment, de tout détailler. Une surveillance policière des lieux de rencontre. À certaines périodes, il peut même y avoir des rafles policières. Ça se voit dans l'entre-deux-guerres, par exemple, à Paris en 1927. On surveille les ports où il y a une forte prostitution masculine. On fiche aussi parfois les homosexuels. Et il est possible également d'être poursuivi. Alors là, je vous ai fait la liste des principaux délits qui s'appliquent: pour outrage public à la pudeur, pour attentat à la pudeur, pour excitation de mineurs à la débauche. Ce ne sont pas des délits qui concernent uniquement les personnes homosexuelles, mais on peut s'en servir justement pour réprimer l'homosexualité. C'est particulièrement le cas pour l'outrage public à la pudeur, par exemple sur les lieux de drague. Et ça c'est quelque chose qui perdurera jusqu'à une période très récente, jusque dans les années 1980, 82, vous le savez sans doute, c'est la date où on aura
une véritable dépénalisation de l'homosexualité en France. Alors, les autres pays qui criminalisent l'homosexualité criminalisent généralement l'homosexualité masculine. Là, j'ai pris 2 exemples. Le cas de l'Allemagne. Donc c'est important pour nous et pour bien comprendre la situation ensuite sous le nazisme. Donc en Allemagne, il s'agit du paragraphe 175 du Code pénal qui pénalise donc les relations sexuelles entre hommes. En fait, l'expression consacrée, c'est les actes ressemblant au coït. Là aussi, on retrouve essentiellement la sodomie. Les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison, c'est ce que je vous ai indiqué. Néanmoins, ce que l'on constate, en tout cas sous la République de Weimar, c'est que dans la plupart des cas, les peines sont rarement supérieures à 3 mois de prison. Alors, ça ne veut pas dire que ces peines sont légères. Il faut bien voir que pour la plupart des individus qui sont condamnés au titre du paragraphe 175, généralement, ça a des conséquences sociales immédiates, des conséquences qui peuvent être familiales, ça peut être la perte de l'emploi, ça peut être un scandale qui aboutit à la ruine. Et on voit que ce qui est particulièrement prégnant durant la période, c'est le chantage. Et on a des hommes qui vont être ruinés pendant des années par des maîtres chanteurs qui menacent donc de révéler leur homosexualité. Un autre pays qui pénalise l'homosexualité masculine, c'est la Grande-Bretagne. Donc c'est l'amendement Labouchere de 1885. Alors vous connaissez tous le cas d'Oscar Wilde, l'écrivain irlandais qui est condamné à 2 ans de travaux forcés, plus la peine du fouet, donc peine infamante. Et là aussi, même si je n'ai pas le temps de développer, vous savez peut-être que Oscar Wilde, après avoir été libéré de la geôle de Reading, où va-t-il se réfugier? En fait, c'est à Paris, justement, parce que la France, à ce moment-là, a cette réputation de tolérance et il est enterré au Père-Lachaise. C'est un des exemples célèbres, mais en fait, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent s'installer en France justement parce qu'ils ont cette impression d'une tolérance plus grande. Quelques autres cas de figure qu'il faut également préciser. À l'Est, la situation peut être très variable. Vous avez des pays comme la Pologne, par exemple, qui ont dépénalisé l'homosexualité dès 1932. Vous avez surtout le cas de l'Union soviétique, qui a fait figure de modèle, un petit peu comme la France, au moment de la révolution bolchevique, puisque en 1917, et en fait dans le code ensuite pénal de 1920, le crime de sodomie est également supprimé. Malheureusement, dans le contexte notamment de la politique nataliste stalinienne, on va avoir une repénalisation de l'homosexualité à partir de 1934, pénalisation de l'homosexualité masculine avec notamment l'envoi au goulag pour une peine qui pouvait aller jusqu'à 5 ans. Pour les femmes, on voit surtout le placement en hôpital psychiatrique. Et ça permet d'aborder justement le cas de l'homosexualité féminine. On voit que les pays qui pénalisent le lesbianisme sont en fait très rares. Il y a quelques exemples. L'Autriche, vous les avez à l'écran, l'Autriche, la Suède, la Finlande, quelques cantons suisses. Là aussi, je pourrais y revenir par la suite. Il faut être très prudent. Le fait que l'homosexualité féminine ne soit pas pénalisée ne veut pas forcément dire qu'il y a une plus grande tolérance. En fait, l'homosexualité féminine est généralement niée, elle est invisibilisée. Et on voit que quand on tente de le pénaliser, c'est arrivé à plusieurs reprises. Il y avait un projet de loi en Allemagne en 1909, un autre en 1921. Si on ne pénalise pas l'homosexualité féminine, c'est généralement que l'on considère qu'il y a d'autres modes de contrôle de l'homosexualité féminine que la loi. Alors, pour continuer un petit peu sur ce contexte, il faut insister sur le poids de l'homophobie. Là, je suis obligée d'aller très vite. Chaque point pourrait mériter évidemment des développements. Le poids de l'homophobie, il s'explique d'abord par le poids des religions. Alors là, peu importe lesquelles, mais les églises continuent de considérer que l'homosexualité est un péché, une pratique contre nature. On pourrait faire de très longs développements sur les discours médicaux de l'époque.
l'époque, depuis le milieu du 19e siècle, les médecins débattent des causes de l'homosexualité. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Certains considèrent qu'il est possible de soigner l'homosexualité avec différents types de traitements possibles. Dans l'opinion publique, c'est ce que je tentais de résumer ici, on voit surtout que l'homosexualité, elle est pensée en termes de genre et plus exactement d'inversion de genre. Un des termes qui est employé à l'époque, le terme homosexuel s'est répandu dans l'entre-deux-guerres, mais beaucoup parlent plutôt d'inverti. Je reviens en arrière. Voilà, les caricatures vont toujours présenter une lesbienne masculine et l'homosexuel comme extrêmement efféminé. Donc on a ces espèces de clichés qui sont extrêmement prégnants. Et de manière générale, l'homosexuel, c'est ce que je vous ai mis ici, c'est toujours l'autre. C'est-à-dire que c'est très souvent présenté comme une importation étrangère. En France, c'est le vice allemand, du fait notamment de plusieurs scandales qui avaient éclaté dans l'entourage de Guillaume II en 1907-1908. On a cette idée aussi que les homosexuels formeraient des espèces de réseaux, d'influence. Alors à l'époque, on parle de franc-maçonnerie du vice, c'est l'expression consacrée, mais vous pouvez facilement penser aujourd'hui à des expressions comme le lobby gay. Voilà, c'est vraiment le prolongement de ce que l'on dit à l'époque. Il y a l'idée que les lesbiennes noyauteraient les organisations féministes pour, là aussi, séduire des jeunes filles. On pourrait multiplier les exemples. Et justement, cette idée de séduction, elle est très importante. L'expression consacrée, c'est l'idée de corruption de la jeunesse et la confusion, si vous voulez, entre pédophilie, pédérastie, homosexualité. Et là encore, beaucoup de campagnes homophobes prennent pour prétexte, en gros, la protection de la jeunesse. Dernier point qui n'est pas négligeable pour notre sujet, dans un contexte, par exemple en France, mais dans d'autres pays, par exemple dans l'entre-deux-guerres, où on a une baisse du taux de natalité, l'homosexualité est présentée comme un facteur parmi d'autres de déclin national, de décadence. Alors, malgré tout ça, il faut voir que depuis la fin du XIXe siècle, il y a l'affirmation d'un militantisme homosexuel en Europe, alors principalement en Allemagne. On peut citer la création en 1897 du WHK. Alors en français, vous avez le nom en allemand, mais en français, c'est le Comité scientifique humanitaire, qui a été créé par une personnalité qui s'appelle Magnus Hirschfeld, dont vous avez peut-être entendu parler pour certains, qui est un sexologue, qui est aussi un militant homosexuel, qui a développé l'idée notamment de troisième sexe, en reprenant d'autres théories antérieures. Magnus Hirschfeld, il va à la fois développer, on va dire, une activité militante avec des tracts comme celui que vous avez à l'écran. Donc si on traduit juste le titre à ce que le peuple doit savoir sur le troisième sexe, il faut imaginer que c'est vraiment une brochure d'information qui a été tirée à 50 000 exemplaires, rééditée plusieurs fois. Le but, c'est à la fois d'informer l'opinion publique, en gros, de qu'est-ce que l'homosexualité, pourquoi non, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une perversion, donner des exemples d'homosexuels, de lesbiennes célèbres, et surtout expliquer quelle est la législation en vigueur et demander la suppression du fameux paragraphe 175. Et vous aviez un petit peu avant, ici, Kurt Hiller, c'était aussi un membre du WHK et qui dénonce ici, cette espèce de honte du siècle, le fameux paragraphe 175.
Et Magnus Hirschfeld, il a, vous l'avez ici, il a aussi un institut de sexologie qui est créé en 1919 à Berlin, qui devient extrêmement célèbre. Il faut voir qu'il y a des visiteurs qui viennent de toute l'Europe, voire du monde entier. Hirschfeld de lui-même fait des conférences à travers le monde. Et l'institut comporte, on peut dire, une partie recherche, bibliothèque, mais aussi une partie d'accueil, de consultation médicale, et notamment également pour les personnes transgenres, puisqu'il est un pionnier aussi sur les questions de transidentité. Alors, le WHK, c'est l'exemple le plus connu, mais il y a bien d'autres mouvements que je n'ai pas le temps de présenter. Il y a aussi beaucoup de revues à l'époque, qui s'adresse à un public homosexuel, un public lesbien, un public transgenre. Vous avez Die Freundschaft, l'amitié, Die Freundin, l'ami. Vous avez également des revues en France, Academos Inversion. Je vous ai mis ici, voilà, une couverture de Die Freundin, l'ami. Il faut vraiment imaginer que ces revues, elles sont vendues en kiosque. Donc on peut les acheter ouvertement, même si on peut aussi s'y abonner. Et dans Die Freundin, vous allez avoir aussi bien des articles d'actualité, vous allez avoir des articles de fond, je dirais plus sur la vie homosexuelle, ou des femmes qui témoignent, par exemple, qui expliquent que dans son emploi, c'est un peu compliqué. Elle aime s'habiller de manière masculine, et son patron lui dit avec la clientèle, voilà. Et vous avez une partie petites annonces, ce qui permet justement, par exemple, là, à des femmes qui ne sont pas du tout dans les grandes villes, de nouer des contacts, de chercher des correspondantes. Voilà. Je vais très vite, mais je pourrais revenir là-dessus plus en détail. Et vous avez aussi le rôle des intellectuels, des personnalités en France comme André Gide avec Corydon, sa défense de la pédérastie, Colette. En France, vous avez une autre revue qui s'appelle Inversion aussi. Donc vous avez quand même, on va dire, une culture qui est foisonnante. Ce qu'on a complètement oublié par la suite. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une effervescence. Il y a aussi beaucoup de lieux de rencontres, cabarets, des balles masqués, comme celui de Magic City à Paris, avec notamment à la période du carnaval, des concours de costumes, et vous avez toute une visibilité dans l'art, la littérature. Donc là, je vous ai mis juste quelques illustrations. Le cabaret Eldorado à Berlin, qui était le cabaret travesti le plus connu, le Monocle, qui était justement un club lesbien, et des films. Vous avez là, je vous ai mis deux exemples. Le film Anders als die Andern, différent des autres, qui est le premier film avec une thématique ouvertement homosexuelle, donc un film allemand de 1919, dont l'intrigue en gros est assez caractéristique, puisque c'est un homme c'est un violoniste dans le film, qui tombe amoureux d'un jeune homme, mais un ancien partenaire le fait chanter, menace de le dénoncer, il va finir par se suicider, et à la fin du film, en fait, vous avez Magnus Hirschfeld qui apparaît à l'écran face caméra et qui s'adresse directement au spectateur, pour lui expliquer ce qu'est le paragraphe 175, ce que vivent les gens et ce qu'il faudrait faire. Voilà, on est vraiment dans un film militant par excellence. Et vous avez pour les femmes le film Jeune fille en uniforme de Léontine Sagan, qui va avoir vraiment un grand succès international. Et en France, par exemple, c'est Colette qui fait la traduction française. Donc on voit un petit peu les circulations. Voilà. Là aussi, je pourrais revenir si nécessaire. Alors, j'arrive au deuxième grand point, donc le tournant de 1933. Alors, quelque chose peut-être sur lequel il faudrait insister, et ça fera peut-être écho à ce qui sera discuté par la suite, c'est que vraiment, dans les années 20, il y a, notamment dans les mouvements militants, l'idée qu'on est engagé sur la voie du progrès. Voilà. En gros, il y a de plus en plus de visibilité. Il y a plusieurs propositions de loi au Reichstag qui sont présentées pour l'abolition du paragraphe 175. Et les mouvements pensent qu'on est, voilà, on y est presque. Ça ne saurait plus tarder. Et donc,
l'arrivée des nazis au pouvoir va marquer un coup d'arrêt extrêmement brutal. Et c'est bien au-delà d'un retour en arrière, mais un choc qui n'avait pas forcément été suffisamment estimé. Et ici, je vous ai mis le fameux cabaret Eldorado en 1933, donc le fameux cabaret travesti qui devient un QG du parti nazi, donc quelques mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors, pour bien comprendre la situation, il faut revenir quand même un petit peu sur la position du nazisme vis-à-vis de l'homosexualité, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, sur lequel il y a généralement des confusions, ce qui est assez compréhensible, vu que les positionnements ont été contradictoires. Alors, pourquoi ? D'abord parce que certains membres du parti nazi, du NSDAP, étaient des homosexuels connus, voire très connu. Le principal, c'est Ernst Röhm, le leader de la SA. Ernst Röhm, sous la République de Weimar, il faisait partie d'un mouvement homosexuel lui-même. Et on avait certains mouvements homosexuels, je n'ai pas eu le temps de tous les présenter, mais certains étaient très ancrés à droite, très conservateurs, voire réactionnaires. Donc on avait des positionnements politiques qui pouvaient être très variés. Ça explique d'ailleurs que Hirschfeld s'est beaucoup demandé si finalement l'homophobie affirmée par quand même la majorité du parti nazi, c'était pas une espèce de façade, et si il ne serait pas susceptible par la suite d'évoluer sur la question. Ça s'explique aussi parce que tout le fonctionnement du parti nazi, c'est un fonctionnement homosocial, viriliste. On met en avant justement un idéal masculin qui est parfois très homoérotique, ça se voit dans la sculpture. Ici, vous avez une sculpture d'Arno Breker, mais vous pouvez penser, si vous les avez vus, au film de Leni Riefenstahl. On est dans cette espèce de valorisation de ce qu'on appelle le Männerbund, l'état viril. Ça a c'est tellement prégnant cette ambiguïté qu'à partir de 1934, le Parti communiste, dans la lignée de ce que met en avant l'URSS, le Parti communiste va désigner l'homosexualité comme une perversion fasciste. Et cette idée-là, elle est durable bien après la Seconde Guerre mondiale. Elle est reprise aussi par les émigrés allemands. En France, on le retrouvera autour de la collaboration avec certains collaborateurs qui sont eux-mêmes homosexuels. Donc, on aboutit à une très grande confusion sur le positionnement du parti. En fait, ce que l'on voit, c'est que ce qui va triompher très clairement, c'est la position d'Himmler. Himmler, lui, s'intéresse beaucoup à l'homosexualité, notamment aux théories médicales sur l'homosexualité. Il considère que l'homosexualité, ça n'existait pas, bien évidemment, dans l'Allemagne des origines. C'est une importation étrangère, et notamment juive. Et il considère que, de toute façon, c'est une menace pour l'Allemagne. Et lui, il est persuadé surtout que l'homosexualité, dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui a été acquis et donc qui peut être soigné. Soigné soit par des expérimentations médicales, soit par la rééducation. Et la rééducation, ça sera l'envoi en camp de concentration. Et on voit que cette rhétorique homophobe, elle était de toute façon déjà très visible dans les années 30, et Magnus Hirschfeld lui-même avait été l'objet d'agressions physiques à plusieurs reprises lors de conférences à Munich, et on peut dire d'une certaine manière que la chance d'Hirschfeld, ça a été d'être en tournée de conférences à l'étranger au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et il restera à l'étranger. Il meurt en 1935 de toute façon, et il meurt où ? À Nice, donc en France. Là encore, vous voyez, on retrouve un peu les mêmes schémas. Alors, qu'en est-il de la mise en œuvre une fois Hitler arrivé au pouvoir ? On a plusieurs étapes.
première étape, c'est en gros tout ce qui est visibilité homosexuelle qui va être immédiatement attaqué. Donc interdiction des mouvements militants, de la presse homosexuelle, fermeture des lieux de rencontre et la mise à sac de l'Institut d'Hirschfeld le 6 mai 1933, avec la plupart des archives d'ailleurs et des documents de la bibliothèque qui seront brûlés lors du grand auto-da-fé de mai 1933. On a aussi les premières arrestations et les personnes qui sont ciblées en priorité. En gros, c'est ceux qui avaient été le plus facilement repérés, c'est les prostituées, ce sont ceux qui sont qualifiés de travestis, les fameux corrupteurs de la jeunesse ou ceux qui ont déjà été arrêtés. On a ensuite un deuxième tournant. Ce tournant, c'est la nuit des longs couteaux en juin 1934, c'est-à-dire l'élimination de Röhm. L'élimination de Röhm, elle a des causes politiques, mais elle va être présentée par Hitler comme une espèce de grande croisade morale. Et ça va permettre de relancer la répression contre les homosexuels. Ce sera permis notamment en 1935 par le renforcement du paragraphe 175. Et là, c'est important, puisque à partir de 1935, ce n'est pas simplement les actes contre nature qui vont être susceptibles d'être poursuivis, c'est en gros toute forme de désir homosexuels qui tombent sous le coup de la loi. Donc le cadre est très élargi, les peines sont aggravées, on voit que on a des durées d'emprisonnement cette fois-ci supérieures à 3 ans de prison. On se rappelle que c'était en moyenne inférieur à 3 mois, donc des peines supérieures à 3 ans de prison. On voit que le nombre de personnes jugées est multiplié par 10 entre 1934 et 1938. Et surtout, ce qui est important, c'est, je donnerai des exemples après, c'est que vous pouvez être envoyé en prison, mais vous pouvez aussi, une fois après avoir purgé votre peine, être envoyé malgré tout en camp de concentration pour être, soi-disant, rééduqué, pour être guéri. En revanche, et c'est un point à souligner, le lesbianisme reste hors du champ de la loi. Donc le paragraphe 175 ne s'applique pas aux relations entre femmes. Alors cette répression, elle est mise en œuvre aussi par des organismes. Vous avez la centrale du Reich pour combattre l'homosexualité et l'avortement. Vous noterez comment les deux sont associés, avec un bureau spécial donc, à la Gestapo. Donc, qui vont organiser la surveillance, l'enregistrement, le fichage. Au total, on estime à peu près à 100 000 hommes le nombre donc, des homosexuels fichés. Ici, vous avez un des exemples qu'on avait présenté notamment dans l'exposition. Donc un homme qui avait été condamné pour prostitution, si vous arrivez à lire, qui est fiché à Hambourg comme travesti, qui va faire une première peine en camp de concentration en 1935, et pour échapper à une nouvelle peine, il va accepter, bien évidemment tout ça entre guillemets, une castration volontaire, donc ça faisait partie des options proposées, mais il va mourir des suites de l'opération en 1945. Les arrestations, elles se font lors de rafles, elles se font par, dans certains cas, on va dire la reconstitution de réseaux d'amitié. Elles se font aussi par délation. C'est important de le souligner. 35% des arrestations ont pour cause des lettres de dénonciation. Et ici, vous avez un exemple, une lettre de dénonciation envoyée à la Gestapo. Là, c'est par des habitants d'un immeuble de Hambourg qui écrivent à la Gestapo pour dire que dans leur immeuble, 2 hommes vivent comme mari et femme et donc attendent très clairement une intervention. Il faut noter donc que pour tenter d'échapper à cette surveillance qui devient de plus en plus intense,
beaucoup d'hommes et de femmes se replient dans la sphère privée. On voit que certains vont contracter des mariages blancs, parfois entre homosexuels et lesbiennes. Certains, ceux qui en ont les moyens, bien sûr, s'exilent. On peut penser à Klaus et Erika Mann, les enfants de Thomas Mann, de toute façon toute la famille Mann s'exile. Certains arrivent à mettre en scène d'une certaine manière leur disparition. C'est le cas de l'artiste Gertrude Sandman, qui était lesbienne et juive, et qui va simuler son suicide et qui sera cachée pendant toute la guerre, d'abord par une famille communiste, puis par sa compagne, et qui survit ainsi à la période. Il y a énormément d'exemples de ce type qu'on pourrait citer, et c'est aussi important, j'en profite, de souligner que, évidemment, ces hommes et ces femmes ne sont pas seulement homosexuels et lesbiennes. Certains sont en effet juifs, certains sont résistants, certains sont nazis aussi. Dans la SS, la peine de mort est prévue pour raison d'homosexualité. Donc, bien évidemment, il y a toutes sortes de critères qui se croisent. Il faut souligner aussi que la situation peut être variable selon les territoires. Donc, le paragraphe 175 ne s'applique qu'aux ressortissants du Reich allemand et habitants des territoires annexés. C'est par exemple les Sudètes, c'est l'Alsace-Moselle, c'est en partie les Pays-Bas. Donc ça rend la situation très complexe, puisque dans d'autres territoires conquis par l'Allemagne, plusieurs législations peuvent en fait s'appliquer. Si vous êtes allemand, le paragraphe 175 va s'appliquer, mais c'est l'exemple que je vous donnais, par exemple le protectorat de Bohême-Moravie, selon votre origine, vous pouvez tomber sous le coup du paragraphe 175, mais de la législation hongroise, qui était, on va dire, plus souple que la législation allemande, de la législation autrichienne, et si vous vous souvenez, la législation autrichienne, elle pénalise l'homosexualité féminine, donc là, vous pouvez être arrêté en tant que femme, ou la législation polonaise qui ne pénalise pas, si on s'en souvient bien, l'homosexualité. Ouais, donc, on ne peut évidemment pas entrer dans tous ces détails, mais c'est pour bien vous montrer que le panorama est très complexe et dans beaucoup de cas, les recherches n'ont pas encore été faites, notamment pour la Pologne, ça commence simplement à être mené. On peut prendre un autre exemple, un allié de l'Allemagne, l'Italie. On s'en souvient, ne pénalise pas l'homosexualité, ne va pas pénaliser l'homosexualité pendant la guerre. Par contre, il va y avoir différentes formes de discrimination. Et le cas le plus connu, c'est l'exil d'une centaine de, je cite les termes, un pédéraste passif vers les îles Trémiti dans l'Adriatique. Mais il n'y aura pas, en tout cas, de répression systématique organisée. Dernier point pour cette partie, le sort des triangles roses. Donc, il s'agit cette fois-ci des hommes qui vont être déportés en camp de concentration. Donc là aussi, il y a tellement de cas de figure que je ne peux pas tout expliquer, mais il faut bien voir que certains hommes ont été déportés sans avoir été jugés. Certains sont condamnés à une peine de prison, font leur peine de prison, et ensuite, au lieu d'être libérés, vont en camp de concentration. Certains en camp de concentration vont être libérés pour différentes raisons qui peuvent être extrêmement variables. D'autres, au contraire, vont y mourir. L'expression triangle rose, elle se rapporte à l'insigne porté par les détenus sur leur uniforme, d'une certaine manière, mais le triangle rose n'est mis en place que relativement tardivement, à partir de 1937-1938. Avant, vous aviez d'autres insignes. Vous aviez notamment le chiffre 175, tout simplement, écrit sur l'uniforme. Vous avez également d'autres cas de figure, des hommes ou des femmes qui ont pu être placés en hôpital psychiatrique. Et à partir de 1943, notamment quand la situation militaire se détériore, certains sont incorporés à la Wehrmacht et placés dans des commandos suicides. En gros, on les utilise pour l'effort de guerre, mais avec très peu de chances de survie. Cette survie,
entre guillemets, elle est d'autant plus limitée que les triangles roses sont très isolés dans les camps. C'est ce que je vous ai mis là, ils ne représentent jamais plus de 1% de l'effectif des camps. Et dans beaucoup de camps, ça se voit à Sachsenhausen notamment, ils sont isolés dans des baraquements à part. Parce qu'il y a toujours cette idée de contagion de l'homosexualité, donc il ne faut pas qu'ils soient mélangés avec les autres détenus. Et il faut aussi garder à l'esprit que les autres détenus peuvent être eux aussi très hostiles aux déportés homosexuels. D'autant plus hostiles que certains capots, ceux qui assurent la sécurité du camp, peuvent, eux, d'un autre côté, utiliser leur pouvoir pour forcer certains détenus à avoir des relations sexuelles avec eux. Et donc, finalement, on a une espèce de confusion entre des pratiques d'abus, de viol, de violence, et les déportés homosexuels eux-mêmes. On voit aussi qu'ils sont souvent assignés aux compagnies disciplinaires avec des taux de survie beaucoup plus faibles et qu'ils sont victimes aussi d'expérimentations médicales comme par exemple à Buchenwald. Pour le cas des lesbiennes, enfin, il n'y a pas de pénalisation, on l'a vu, mais on a des exemples de femmes qui ont été déportées, alors pour d'autres motifs, hein, parce qu'elles sont juives, parce qu'elles sont résistantes, parce qu'elles sont qualifiées d'asociales, ce qui recoupe à peu près tous les comportements qui ne répondent pas, en tout cas, aux normes de l'époque. Et je vous ai mis, alors malheureusement on ne voit pas grand-chose, mais ce document qu'on avait présenté au Mémorial de la Shoah, qui est une liste d'entrées de déportés à Ravensbrück, et on voit que Margaret Rosenberg, qui est le numéro 28 dans la liste, elle est déportée comme politique, elle portera le triangle rouge, mais en marge, il est indiqué lesbienne. Donc, ça montre bien que le fait d'être lesbienne, c'est pas anodin, en gros, que ça peut constituer aussi une sorte de circonstance aggravante. Et on sait que ces femmes, parfois, vont être l'objet d'humiliations spécifiques, parfois d'abus, dans certains cas placées dans le bordel du camp, là aussi dans l'idée, bien sûr, de guérison, soi-disant, par ce type de pratique. Pour l'Autriche, là aussi, les recherches sont en cours, mais on a identifié déjà à peu près 80 femmes qui, à Vienne, ont été condamnées pour lesbianisme. Certaines ont été emprisonnées, certaines ont été placées en hôpital psychiatrique. Donc il y a toute une recherche encore à faire sur le sujet. Alors, pour terminer, parce que je surveille l'horaire, finalement, quelle mémoire pour cette répression. Je pense que la première chose à dire, c'est qu'il y a eu un véritable déni de justice. Il y a eu une invisibilisation durable de cette répression, des souffrances des hommes et des femmes durant cette période. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des témoignages, il y en avait eu quelques-uns. Vous avez notamment Eugène Kogon qui, en 1945, mentionne la présence des triangles roses dans ses mémoires. Vous avez le journal, enfin, le magazine homophile Arcadie en France qui publie quelques témoignages dans les années 50 liés à cette déportation. Mais ça reste extrêmement limité, d'autant que le contexte des années 50 et 60, c'est plutôt un contexte extrêmement conservateur sur les questions de mœurs. Et en Allemagne, surtout, il est important de noter que le paragraphe 175 reste en vigueur. Donc il reste en vigueur en RDA dans la version initiale, celle de 1871, mais en RFA, il reste en vigueur dans la version corrigée de 1935. Et on a des cas absolument tragiques. Alors, je vous ai cité le cas de Rudi Pallas, qui est malheureusement exemplaire, qui avait été déporté donc, pour homosexualité sous le nazisme, qui avait été l'un des rares à réussir à nouer des liens avec d'autres déportés et à mener des actions de résistance.
qui est finalement intégré à la Wehrmacht, qui est fait prisonnier en Union soviétique et qui sera l'un des rares, après la Seconde Guerre mondiale, à être considéré comme une victime du nazisme, notamment pour ses opérations de résistance. Malheureusement, en 1952, il est de nouveau arrêté pour homosexualité en RFA et finit par se suicider. Et on a beaucoup, malheureusement, d'exemples d'hommes qui sont condamnés sous le régime nazi, mais qui vont être condamnés en RFA par les mêmes juges qui sont restés en place, en fait, et donc il n'y a pas de reconnaissance véritable. Et le paragraphe 175, s'il est, on va dire, supprimé dans sa forme, on va dire, majoritaire en 1968-1969, il ne disparaît véritablement du Code pénal qu'en 1994, puisqu'il restait entre 69 et 94 une discrimination sur l'âge de la majorité sexuelle. En France, j'y reviens dans une seconde, en 1942 avait été mis en place sous Vichy également une loi instituant une discrimination sur l'âge de la majorité sexuelle dans le cas de relations homosexuelles. Elles étaient désormais, la majorité sexuelle était placée à 21 ans dans le cas des relations homosexuelles contre 13 ans en 1942, et cette loi de 1942 sera conservée à la Libération. Et on a aussi, c'est une période, c'est pour ça que je vous disais que c'était une période qui est quand même une période très répressive en Europe, où on voit une psychiatrisation croissante et une hausse de la répression en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous connaissez sans doute l'exemple d'Alan Turing en Grande-Bretagne, et aux États-Unis, vous avez aussi la période du macartisme qui se double d'une chasse aux homosexuels. Donc finalement, ce travail de mémoire, il émerge véritablement dans les années 70 avec les mouvements de libération gay et lesbien. Vous avez des témoignages qui vont faire date, notamment celui de Joseph Kohut, qui est un triangle rose autrichien, qui publie ses mémoires sous le nom de plume de Heinz Heger en 1972. C'est le premier témoignage véritablement d'un triangle rose publié. En France, vous allez avoir celui de Pierre Selle, qui témoigne cette fois-ci pour le cas de l'Alsace. Et on voit aussi, toujours dans le contexte des luttes militantes, le triangle rose qui est repris, notamment inversé, dans le cadre de la lutte contre le sida. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Par contre, c'est aussi une période, ces années 80-90, où on voit de très fortes là encore, résistance de la part des associations d'anciens combattants à accepter les associations homosexuelles. Vous avez des associations homosexuelles qui, par exemple, dès les années 80, même dès les années 70 en RFA, tentent de déposer des gerbes à la mémoire des triangles roses, et qui sont chassés avec parfois des affrontements ou en tout cas des situations très, très tendues. Donc cette reconnaissance, elle va se faire lentement par étapes. Là, je vous ai mis quelques dates. Pour l'Allemagne, il faut attendre 1985 pour que le président ouest-allemand, donc Richard von Weizsäcker, reconnaisse publiquement la persécution des homosexuels sous le régime nazi, donc 1985. Il faut attendre 2002 pour que le Bundestag vote la réhabilitation des hommes condamnés au titre du paragraphe 175 durant la période nazie, ouvrant la voie à leur indemnisation, mais on comprend bien que pour beaucoup, c'est à titre posthume. Et il faudra attendre 2017 pour que les hommes condamnés au titre du paragraphe 175, cette fois-ci après le nazisme, soient également reconnus comme des victimes et pris en compte. En France, on a deux discours, un de Lionel Jospin en 2001, un de Jacques Chirac en 2005, qui vont amorcer le début de la reconnaissance. Et le fameux projet de loi avait été lancé en 2023, le projet de loi dont je parlais au début du sénateur Hussein Bourgi pour la reconnaissance des victimes. Et vous avez maintenant toutes sortes de plaques, de monuments commémoratifs qui témoignent de cette répression.
Alors, comme il me reste 2 minutes, je veux juste faire la mise au point sur la France. J'ai évoqué la loi de 42 de Vichy qui introduit une discrimination sur l'âge de la majorité sexuelle, mais je voudrais surtout insister sur les autres cas. Alors, le cas de l'Alsace-Moselle, d'abord. Où s'est appliqué le paragraphe 175. Alors là, les recherches à la fois de Frédéric Strauss, de Jean-Luc Schwab ont permis de bien maintenant connaître le processus. En fait, le paragraphe 175 ne va pas s'appliquer immédiatement. Il va s'appliquer progressivement en Alsace-Moselle à partir de 1941 et surtout de 1942. Ça ne veut pas dire que des mesures ne sont pas mises en place avant, mais les principales mesures qui sont prises avant 41-42, ce sont des mesures d'expulsion. En fait, des personnes identifiées comme homosexuelles, donc expulsion de l'Alsace-Moselle vers, en gros, la France de l'intérieur. Donc on a ces procédures d'expulsion et petit à petit, on va avoir des poursuites, mais ces poursuites peuvent être rétroactives. Donc, une fois que le paragraphe 175 est mis en place, on peut poursuivre des personnes qui avaient été repérées comme homosexuelles avant. Et là encore, on a différents cas de figure avec possibilité d'emprisonnement, notamment la détention à Schirmeck, voire en hôpital psychiatrique, des peines de prison et pour certains également en camp de concentration. Néanmoins, pour le Struthof, les cas repérés, les 315 déportés accusés d'homosexualité sont quasiment tous allemands. Donc il faut bien voir que, voilà, en Alsace-Moselle, vous avez des Allemands aussi et pas simplement des Français. Ce que les recherches récentes ont montré néanmoins, c'est que vous aviez aussi d'autres personnes qui ont été arrêtées en France, notamment des hommes qui avaient eu des relations sexuelles avec des soldats allemands. Et ça, vous avez donc des arrestations que l'on a pu identifier dans le reste de la France, notamment à Paris. On a aussi des hommes qui avaient été emprisonnés dès le début de la guerre, notamment parce qu'ils étaient repérés comme étant pédérastes, invertis notoires, patrons de bar. Et on a, alors ça c'est vraiment les recherches les plus récentes qui l'ont montré parce qu'on ne s'en était pas véritablement occupé jusqu'à présent, mais vous avez des hommes qui étaient prisonniers de guerre en Allemagne et d'autres qui étaient partis pour le service du travail obligatoire en Allemagne, qui sont arrêtés en Allemagne au titre du paragraphe 175 et qui seront condamnés en Allemagne donc pour homosexualité. Alors, je vous ai fait un bilan chiffré que je n'ai absolument pas le temps de détailler, mais on pourra y revenir si ça vous intéresse. Je voulais que vous ayez au moins le bilan total de la recherche actuelle. Néanmoins, pour conclure sur des chiffres plus généraux, on estime aujourd'hui à peu près à, comme je le disais tout à l'heure, 100 000 le nombre d'homosexuels fichés par la centrale du Reich pour la lutte contre l'homosexualité et l'avortement. On estime que sur ces 100 000, plus de 50 000 furent condamnés au titre du paragraphe 175 et qu'entre 5 000 et 15 000 furent déportés en camp de concentration où la majorité d'entre eux trouva la mort. Voilà pour ce panorama extrêmement rapide et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Florence pour ce panorama que tu as lié en plus avec la thématique du mois du genre qui est donc milité. Et, je pense qu'on aura beaucoup de discussions à voir sur la militance historique dans les années 20-30, mais aussi en lien avec des questions plus d'actualité qu'on pourra lier à la présence du collectif Luciole. Je propose qu'on prenne peut-être des premières questions que vous auriez sur la conférence de Florence Tamagne.
Ensuite, je laisserai la parole à Marion et on pourra avoir un échange sur le lien entre l'histoire et les problématiques actuelles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font écho, enfin, tu l'as souligné toi-même dans ta conférence. Moi, j'aurais beaucoup de questions, évidemment, mais je vais laisser la parole à la salle. Je vais faire circuler le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vais passer avec le micro. C'est parce que la conférence est retransmise en ligne. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. En tout cas, merci pour cette présentation qui était très intéressante. Moi, j'avais juste une simple question. Par exemple, la ville de Paris, qui est quand même réputée pour ses nombreux cabarets, justement, qui assument justement ces danseurs homosexuels ou même lesbiens ou avec le lesbianisme. Je voulais savoir si, du coup pendant l'occupation, le régime de Vichy va mettre à terme à ces cabarets, et si même on a des cas, par exemple, de soldats allemands qui vont assister à ces cabarets, à ces fêtes de la nuit de Paris, comme on pouvait le décrire à l'époque. Alors, c'est ce que j'avais mis ici, mais comme j'ai terminé très vite, vous voyez, dans le premier point, la vie homosexuelle clandestine se poursuit, notamment à Paris, autour de personnalités comme Jean Cocteau, comme Suzy Solidor. Et oui, alors, ça ne veut pas dire que tout reste en place. Les grands bals travestis, comme celui de Magic City, avaient été arrêtés en 1934, après la journée du 6 février 1934, après les émeutes liées aux ligues d'extrême droite. Donc, on va dire... les établissements les plus spectaculaires avaient fermé. Par contre, si on continue d'avoir une vie homosexuelle, il n'y a pas de répression à proprement parler de l'homosexualité à Paris. Les quelques cas, on en a quelques-uns, d'hommes qui sont arrêtés par... la police allemande, généralement, c'est dans le cas, justement, de relations avec des soldats allemands. Et quand je parlais tout à l'heure des autres territoires, par exemple la Pologne, les cas que l'on a en Pologne d'hommes qui sont condamnés, c'est parce qu'ils avaient eu des relations avec des soldats allemands. C'est la même chose pour la Belgique. Et en fait, votre question, elle est extrêmement intéressante. Si j'avais eu le temps, j'aurais un peu développé là-dessus. C'était mon deuxième point que j'ai sauté. C'est que certaines personnalités de l'époque collaborationnistes, le plus connu c'est Brasillac, mais vous aviez Abel Bonnard qui était ministre à un moment donné de l'Éducation et surnommé, c'est le fameux surnom qui est donné notamment par la résistance, la Gestapette. Vous avez cette visibilité d'homosexuels collaborationnistes qui sera reprise systématiquement après la guerre. Sartre en parle et bien d'autres. Et ceci cumulé avec le fameux discours du Parti communiste avec l'homosexualité, perversion fasciste, ça conduit à invisibiliser à la fois totalement les homosexuels qui pouvaient faire partie de la résistance, et bien évidemment il y en avait, et au contraire à faire perdurer cette espèce d'association entre homosexualité et fascisme, et même des personnes comme Jean Cocteau, Colette, qui maintiennent une activité pendant la guerre et qui sont des homosexuels ou des lesbiennes ou bisexuels connus. Voilà, tout ceci entretient une certaine confusion. Voilà. Oui. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation très qualitative, mais un peu rapide. On m'a donné 45 minutes. Est-ce que vous avez parlé donc en France des arrestations d'hommes qui ont pu avoir des relations sexuelles avec des soldats? Est-ce qu'il y avait un jugement de ces soldats? Est-ce qu'ils étaient Les soldats étaient eux-mêmes poursuivis, hein. Donc il n'y a pas que le français, bien sûr. Dans ce cas-là, vous avez les deux hommes qui sont poursuivis avec des peines qui pouvaient être différenciées, c'est-à-dire que ça pouvait être la peine pouvait être plus lourde pour le soldat allemand que pour le français ici. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas eu le temps non plus de développer, mais comme l'homosexualité pour
les nazis, et notamment pour Himmler, c'est vu comme une espèce de cause de dégénérescence. C'est pas tellement important, finalement, que l'homosexualité se maintienne dans des pays occupés. Par contre, c'est très problématique quand ça concerne, en gros, la race aryenne. Donc, et c'est pour ça, par exemple, que dans la SS, là, on avait la peine de mort qui était prévue directement pour homosexualité, parce que la SS étant supposée être l'élite du régime, c'était encore plus grave que l'on y trouve des manifestations homosexuelles. Après, on a quelques exemples sur Paris et dans le reste de la France de Français. Je crois, ils sont très peu. Hein, je dois avoir les chiffres là. Je crois que je les avais mis ici. Voilà, ce que vous avez là, les 9 déportés, voilà, par les services du ZIPO-SD dans des convois partis de Compiègne pour des camps de concentration, où on a des hommes qui ont été raflés, en fait, comme oisifs. Je vous cite ce cas-là parce que un de ceux qui ont été arrêtés à ce moment-là avait une certaine notoriété, c'était l'acteur Robert Hugues Lambert. Et Robert Hugues Lambert, dans l'entre-deux-guerres, avait été connu pour son rôle de Mermoz. Et il est raflé dans un bar et il n'aura pas de procès. Et donc il est embarqué à Compiègne. Il va être ensuite déporté et il meurt. Alors, il est d'abord déporté à Buchenwald et il meurt à Flossenbürg en 1945. Après, pourtant, avoir tenté, de faire appel, de montrer qu'il n'y avait d'une certaine manière, aucune raison objective pour l'arrêter. Mais il fait partie de ceux, pour le moment, qu'on a repérés. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 9, mais qui ont été pris dans des espèces de rafles et qui étaient identifiés généralement par les nazis comme oisifs. Voilà. Ouais. Là aussi, hein, tout ce vocabulaire est souvent chargé de sens. Hein, donc, il n'est pas anodin, loin de là. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Alors, pas forcément un ciblage sur les artistes homosexuels, mais sur les thématiques, oui, homosexuelles. Je pense à certains artistes de la nouvelle objectivité. Je pense à Christian Schad, par exemple, qui avait très largement documenté la vie nocturne berlinoise. Ça fait partie, en effet, des œuvres qui peuvent être ciblées. Je pense à Georg Gross aussi. Voilà. Donc, oui, mais... là, de ce point de vue-là, c'est plutôt les thématiques décadentes qui posent problème, plus bien évidemment le style lui-même qui est mis en cause. Après, les artistes homosexuels sont ciblés comme tous les autres homosexuels. Il y a quand même une exception qu'on peut mentionner, c'est un décret de Himmler de 1937 qui permettait, alors c'est vraiment quelque chose qui s'est fait plus ou moins sous le manteau, mais qui permettait de ne pas poursuivre des acteurs homosexuels, notamment parce que le cinéma allemand, comme vous savez, était quasiment le deuxième mondial sous la République de Weimar, et il y avait beaucoup d'artistes, hommes et femmes homosexuels, parmi les acteurs et même parmi les réalisateurs, etc. Et si on avait arrêté tous les artistes connus et identifiés comme tels, on allait avoir une espèce de crise du cinéma allemand, et donc on a fermé les yeux volontairement là-dessus. Mais voilà. Et ça fait... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des hommes qui sont envoyés en camp de concentration et qui vont être relâchés. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire, vous voyez, des espèces de parcours type. Il y a des hommes qui sont relâchés simplement parce que c'est l'anniversaire du Führer et qu'on a décidé de libérer une partie des hommes des camps. Mais à Sachsenhausen, au contraire, en juillet-août
42, vous allez avoir près de 200 hommes qui sont tués parce que à ce moment-là, on se débarrasse justement des triangles roses. Donc il y a une part, c'est malheureux à dire, mais voilà de hasard aussi parfois dans ces destins. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus chercher une espèce de logique qui s'appliquerait de manière systématique, loin de là. Bonjour, merci pour cette conférence, c'était vraiment très intéressant. Moi j'avais une question au sujet de l'identification des lesbiennes. Vous avez dit qu'il n'y avait pas forcément d'identification spécifique. Est-ce que... en fait, j'avais l'impression qu'il existait des triangles noirs qui ont été repris après par le drapeau lesbien de la Lavender Menace avec le Labris, etc. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment existé ou est-ce que c'est un symbole qui a été repris après, qui a été peut-être même créé comme une sorte de martyr, je ne sais pas, ou est-ce que ça a vraiment existé, ce triangle noir lesbien? Alors, le triangle noir existe, mais le triangle noir, c'est le triangle des asociaux. Et c'est pour ça que j'ai dû mentionner très rapidement tout à l'heure qu'elles étaient souvent classées comme asociales, mais asociales, ça pouvait s'appliquer aux lesbiennes, mais ça pouvait s'appliquer aux prostituées, ça pouvait s'appliquer, voilà, à tous ceux et celles, voilà, qui ne rentraient pas dans les cases du régime. Donc c'est pas un symbole lesbien à proprement parler, puisque d'autres personnes ont été amenées à le porter, mais en tout cas, on sait que beaucoup de femmes qui ont été déportées en tant que lesbiennes ont porté ce triangle noir, d'où le choix sans doute de cette identification. Mais on a des femmes lesbiennes qui sont déportées comme politiques, bien souvent. Et en fait, le triangle rouge des politiques, il est porté aussi par la plupart des déportés français homosexuels en Allemagne. Ils ne portent pas le triangle rose. Donc là aussi, c'est toujours un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des espèces de généralisations. On a presque plus d'exceptions que de règles. Voilà. Et comme je le disais, le triangle rose, en plus, il se met en place à partir de 1937-1938. À Sachsenhausen, les premiers déportés homosexuels, ils portent soit le triangle brun, soit le triangle noir, justement, des asociaux. Ouais. D'autres questions qui peuvent venir en lien, mais pour revenir sur cette question qui est une très bonne question, je trouve, et peut-être pouvoir introduire le collectif Luciole pour élargir le débat. Donc, vous parliez de la reprise de ce triangle noir comme motif dans des mouvements militants plus récents. C'est la même chose pour le triangle rose. C'était l'affiche d'ailleurs qu'on avait choisie pour cette conférence, le triangle rose inversé, Silence Means Death, qui a été repris, je crois, aussi par ACT UP en France. Et donc, on est là sur des questions, au-delà même de la mémoire, des enjeux de mémoire que tu as très bien présentés, des nouvelles recherches, sur l'actualité de ces thématiques. Et la question qu'on pourrait même poser, c'est où en est ce projet de loi que tu as mentionné de 2023 sur la reconnaissance de la déportation des homosexuels en France. J'imagine que pour l'instant, il est complètement en stand-by. C'est-à-dire qu'on est encore dans ces questions législatives. Et donc, je pense qu'on peut maintenant élargir aussi le débat et les discussions sur le champ de la militance. Marion, peut-être que tu peux te mettre au milieu pour être sûr qu'on te voit bien. Que tu puisses t'exprimer. Donc on voulait associer à cette soirée, à cette discussion, le collectif Luciole de l'Université d'Angers que pour beaucoup d'entre vous, vous devez connaître, mais je te propose de le présenter si certaines personnes devaient ne pas le connaître et qu'on puisse ensuite entamer une discussion, y compris avec la salle, sur ces questions justement d'enjeux autour des mémoires et de la militance, peut-être avec des parallèles avec ce qui se passait dans les années 20 que tu as présenté, Florence. Donc Marion, peut-être pour la présentation du collectif déjà. Bonjour, enchantée tout le monde et heureuse d'être ici. Donc je suis la présidente du collectif Luciole, qui est un collectif d'étudiants créé en 2018
pour les étudiants LGBTQIA+, au sein de l'Université d'Angers. Et ça fait le lien avec le thème aussi de ce mois du genre qui est milité, puisque nous, on est là surtout pour visibiliser la communauté LGBTQIA+, au sein de l'université et aussi en dehors. Et donc voilà. Merci d'être venu aujourd'hui. Et donc j'ai une première question pour lancer ces discussions. Florence, tu as fait un panorama des mouvements militants des années 20 et 30 qui ne sont pas toujours très connus, que ce soit en France ou en Allemagne, et où tu as bien insisté en fait sur le fait que c'était des mouvements extrêmement foisonnants et qu'il y a eu même pas un recul par rapport aux quelques avancées qu'il y a pu avoir, mais une annihilation même de toutes ces marches progressives ou progressistes des années 20 et 1930, ce qui peut avoir des échos inquiétants à l'heure d'aujourd'hui. Donc ma première question, elle est pour toutes les deux, d'un point de vue historique et d'un point de vue de militante actuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parallèle, même si comparaison n'est pas raison, et quelles sont les inquiétudes qu'on pourrait avoir aujourd'hui ? Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que je parle de ces questions depuis maintenant presque une vingtaine d'années, et j'ai toujours pris cet exemple, en effet, des années 20, de Hirschfeld et d'autres militants qui étaient persuadés d'être engagés sur la voie du progrès. Et vraiment, aujourd'hui, c'est difficile. Maintenant, c'est bien davantage connu, mais quand j'ai commencé de travailler dans les années 2000, personne ne se souvenait, en fait, que ces mouvements avaient existé. Et quand j'ai fait ma thèse, j'ai découvert d'une certaine manière que on avait présenté ça à l'époque comme une espèce d'âge d'or et voilà, une espèce de libération en marche. Alors que dans les années 2000, on avait en tête bien sûr le mouvement de libération gay et lesbien des années 70, mais on croyait d'une certaine manière que c'était le premier mouvement de libération, et toute l'histoire et toute la mémoire de ces mouvements avait quasiment été annihilée. Et en se replongeant, c'est vrai, dans tout ce qu'ils ont pu faire à l'époque, tout ce qu'ils ont pu publier, on voit quand même, oui, beaucoup de similitudes avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais des journaux qui étaient vendus en kiosque, des petites annonces, des films. Il y avait une visibilité. Alors c'était important d'insister sur l'homophobie qui est indéniable, mais en gros, certains mouvements avaient pignon sur rue. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi, ça me frappe encore plus. J'ai parlé très rapidement des recherches d'Hirschfeld sur les questions de transgenre, de transidentité. Mais si vous regardez les magazines, même des magazines français type, alors ça s'appelait Voilà, c'était l'équivalent de Paris Match aujourd'hui. Vous aviez des reportages sur l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld, sur les recherches menées sur la transidentité, des publications, des médecins français qui allaient en Allemagne pour se renseigner. Donc c'était des sujets débattus. Aujourd'hui, on a l'impression, là aussi, que tout sort de nulle part. Donc c'est vrai que ça peut aujourd'hui être assez frappant quand on voit voilà, les discours extrêmement réactionnaires, LGBT-phobes, là, puisque c'est très vaste. Mais il faut se souvenir aussi que dans les années 50, il y a d'autres mouvements, des mouvements qui se disent homophiles, qui vont aussi lutter, qui choisissent d'autres stratégies, parce qu'il y a aussi toute la question des stratégies, donc qui vont chercher plutôt la voie, alors on dirait aujourd'hui c'est anachronique, mais en gros une voie d'assimilation, plutôt de s'appuyer sur des experts dans un contexte qui est là aussi un contexte extrêmement conservateur, là aussi assez réactionnaire. Et les années 50 et 60, la visibilité homosexuelle, elle est bien moins forte en fait que dans les années 20 et 30. Donc tout le chemin qui a été parcouru depuis, voilà, on est reparti presque de zéro d'une certaine manière. Marion, oui, du coup, je suis d'accord, et moi, plus
Dans le contexte actuel et associatif, c'est exactement cette impression qu'on a aussi d'un retour en arrière permanent parce que il y a le manque de visibilisation de tout le passé et qu'à chaque fois c'est comme si on redémarrait de zéro et qu'on doit expliquer pourquoi on lutte, quels droits on défend, et c'est vraiment revenir à la base à chaque fois. J'avais une question. Alors, au niveau justement des réseaux militants antifascistes et qui ont lutté contre le nazisme, vous parliez du fait qu'il y avait des personnes qui étaient homosexuelles et lesbiennes au sein de ces réseaux-là. Est-ce qu'on a connaissance de réactions ou de voix qui se portent justement contre ces discours homophobes? Enfin, vous parliez de la notion de gestapette, par exemple. Ouais. Est-ce qu'on a connaissance de discours qui s'opposent justement à ces mouvements homophobes? Et le lien que je fais aussi avec aujourd'hui, c'est toujours cette question de... aujourd'hui, on essaie de lutter pour des convergences des luttes, mais on voit encore régulièrement des rapports de hiérarchie des luttes, et donc que des fois, il vaut mieux taire certaines choses et certaines oppressions qu'on subit au sein de luttes au profit de quelque chose qui serait supérieur. Et donc, voilà. Alors... Non, mais c'est des questions très intéressantes et essentielles. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à tout couvrir. Mais alors, du point de vue, alors lutte antifasciste, etc. Le meilleur exemple là, c'est Klaus Mann, parce que Klaus Mann, donc lui, il est homosexuel, il était proche du KPD, le parti communiste allemand. Il va être en exil. Ensuite, il va trouver refuge aux États-Unis, où il va combattre dans l'armée américaine pendant la guerre. Et lui n'aura de cesse. Il est très inquiet en fait. Mais dès les années 1930, il est très inquiet parce que en Allemagne, le SPD, donc les socialistes, les communistes notamment, avaient été, on va dire, des alliés des mouvements homosexuels sous Weimar. Mais tout en étant des alliés, en disant qu'ils demandaient l'abolition du paragraphe 175, ils n'hésitaient pas, quand il y avait un intérêt politicien, à instrumentaliser, en gros, l'homosexualité contre leurs opposants. Et donc, on avait déjà eu des attaques de ce type, en effet, contre des personnalités nazies ou autres. Et Klaus Mann, dès le début, disait c'est un danger. C'est-à-dire que si vous réutilisez cette rhétorique homophobe, même contre nos ennemis, finalement, voilà, vous participez évidemment des mêmes dérives. En France, pour le coup, j'avais indiqué quelques résistants homosexuels, mais quasiment aucun n'a pris la parole. Le principal, c'est Roger Stéphane, qui était un journaliste... donc lui aussi engagé à gauche, qui a été engagé aussi contre la colonisation en Indochine, et qui est un des rares à dire son homosexualité, à dénoncer d'ailleurs ces rhétoriques homophobes. Mais un autre résistant, Pascal Copeau, en fait... à partir du moment où il veut se lancer en politique, il va en être découragé justement parce qu'il est homosexuel, et on le renvoie dans le placard. Donc voilà, ça c'est déjà un des problèmes. Après, sur la convergence des luttes et sur les hiérarchisations, les mouvements que j'ai mentionnés, pour la plupart, ce sont des mouvements... Alors, soit certains sont uniquement masculins, soit ils sont très majoritairement masculins, et les femmes sont marginalisées, voire invisibilisées. Même au sein du WHK, la thématique lesbienne, elle est très faible. Alors, ce qui peut s'expliquer par le fait que le paragraphe 175 ne concernait pas les lesbiennes, mais c'est clair que là aussi, il y a quand même, voilà, il y a une espèce de hiérarchisation, c'est clair, et il y a d'autres mouvements homosexuels qui sont des mouvements conservateurs, misogynes, antisémites. Enfin, voilà, donc là aussi, il ne s'agit pas de faire une espèce de, comment dire, d'idéaliser ces mouvements homosexuels militants de l'époque. On va retrouver toutes sortes de positionnements et toutes sortes de personnalités aussi à l'intérieur de ces mouvements. Donc, on ne va pas avoir une espèce, voilà, de héros. Voilà, chacun... enfin, on pourra trouver de toute façon toutes sortes de
de comportement ou de positionnement problématique. Voilà, ça c'est certain. Et je dirais des questions aujourd'hui qui seraient plutôt... alors, la question de la classe sociale, c'est clair que ces mouvements, ils sont dominés par des intellectuels ou par des personnes issues des classes moyennes supérieures. Ça, c'est indéniable. Mais il y a aussi... pour le coup, des différences aussi de traitement du point de vue policier. Parce qu'on voit que, alors ça se voit bien en France, les arrestations pour outrage public à la pudeur, ça va être davantage des hommes des milieux populaires que des hommes des milieux aisés, etc. Voilà, donc on pourrait donner plein d'exemples. Ouais. Marion, peut-être votre position sur cette hiérarchisation dans les mouvements actuels, parce que je pense que l'actualité a été suffisamment riche ces derniers jours pour qu'on puisse faire un lien. Oui, alors je pense que, moi je pense surtout aux personnes trans dans les LGBTQIA+. Moi en tout cas de ce que je vois avec le collectif et le milieu associatif, c'est les personnes qui sont marginalisées même au sein de cette communauté parce que, je comprends pas pourquoi, mais il y aurait cette question de changer de genre qui perturberait même les personnes dans cette communauté. Et puis, par exemple, vraiment c'est très récent, mais encore les manifestations du 8 mars, où on a des personnes qui... En fait, il y a différents féminismes et il y a les personnes qui se disent féministes, mais qui ne veulent pas inclure les personnes trans. Et même aujourd'hui, on parle du 8 mars aussi pour la lutte des droits des femmes et des minorités de genre. Mais il y a encore des personnes qui se disent féministes, mais uniquement pour les femmes, et femmes cisgenres, hétéros, voilà. Oui, je rebondis puisque sur Angers, ça a été très compliqué d'ajouter et minorité de genre. Donc voilà, ça pour le 8 mars. Donc voilà, moi je voulais déjà vous remercier toutes les deux. Voilà, déjà pour la conférence vraiment très intéressante et le collectif Luciole aussi que vraiment je veux remercier en tant que personnel d'université parce que pour tout le travail qui a été fait. Et ma question va poser aussi sur la fragilité, parce que là, on le voit bien aujourd'hui sur des étudiants, des étudiantes, sur les changements de nom, tout ce qui a été fait sur l'université d'Angers, qui n'est pas le cas dans toutes les universités. Donc déjà, ça là-dessus, bravo. Et est-ce que vous n'avez pas peur d'une remise en cause à chaque nouvelle présidence, à chaque, un peu comme on a toute cette remise en cause dans le... Voilà, c'était... Merci beaucoup déjà. Et on remercie toujours l'université aussi quand même pour leur soutien. Et si, bien sûr que c'est une inquiétude permanente parce que on doit encore renouveler le bureau cette année. Déjà, nous, notre première inquiétude, c'est qu'on retrouve des personnes intéressées pour rejoindre le collectif. Donc, d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressés vraiment, n'hésitez pas. Et bien sûr que on est d'autant plus inquiet que aujourd'hui, parmi les étudiantes, il y a aussi beaucoup plus d'étudiants, surtout des étudiants, mais étudiants et étudiantes qui sont contre cette visibilisation LGBTQIA+ à l'université. On a une montée de l'extrême droite à l'université et donc ça affaiblit, malgré le soutien qu'on peut avoir du personnel de l'université et l'établissement, ça affaiblit vraiment notre soutien, mais côté étudiants, puisque en fait, même sur des événements, on a une crainte, mais de la part d'étudiants et d'étudiantes, qui ne devrait pas y avoir. Je voulais juste dire un mot, parce que vous avez parlé des changements de nom, et Hirschfeld, justement, comme il travaillait avec un certain nombre de personnes trans, avait passé un accord avec les forces de police berlinoises, et parce que les personnes dites travesties à l'époque se faisaient arrêter régulièrement parce que le travestissement était interdit. Et donc il avait passé un accord avec les forces de police, et donc ces personnes trans avaient une espèce de carte d'identité qui n'était valable qu'à Berlin,
avec leur genre et le nom qu'elles avaient choisi, qui leur permettait justement d'éviter les arrestations, etc. Donc c'est vous montrer là encore, vous voyez, des choses qui paraissent aujourd'hui tellement contemporaines, mais on y avait déjà pensé à l'époque, on avait trouvé des solutions de substitution d'une certaine manière temporaire, mais c'était des questions qui se posaient déjà dans les années 20. Voilà. La salle réfléchisse, qui lie aussi les approches scientifiques avec la question de la militance. Est-ce que toi, tu l'as déjà un peu évoqué, Florence, mais tu as constaté une évolution dans la façon dont les recherches que tu mènes sont reçues ou dans la façon dont le cadre dans lequel tu peux les mener? Parce que tu mentionnais notamment qu'il restait tout un tas de pans de la thématique qui ne sont pas recherchés ou dont les recherches sont balbutiantes. Par exemple sur la Pologne, ce que tu mentionnais à la fin de ton intervention. Dans quel cadre politique et de politique scientifique peuvent se faire ces recherches actuellement à échelle européenne? Si tu peux avoir une vision par rapport à ta propre recherche menée depuis 20 ans. Non, alors, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, c'est vrai que le sujet était encore assez peu exploré à l'université. C'était des recherches qui avaient été initiées de toute façon par des personnes engagées dans le mouvement de libération gay et lesbien, des personnes, je pense notamment pour les femmes, comme Marie Jobonnet, qui avait fait une thèse sous la direction de Michel Perrault, mais qui n'avait pas eu de poste ensuite à l'université. Donc moi, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où ces questions commençaient à pouvoir justement trouver leur place et où s'ouvrait à la suite, bien sûr, des départements d'histoire des femmes, voilà, l'histoire des femmes et du genre. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est petit à petit développé. Et aujourd'hui, on est presque, je dirais, à une seconde génération de jeunes chercheurs, chercheuses sur ces questions. Là, il y a plein de livres qui sont parus ou qui vont paraître ces mois-ci. On a eu les thèses d'Hugo Bouvard sur justement les gays en politique dans les années 70-80. Il y a Mathias Kéré qui a publié sa thèse, lui, plutôt sur les mouvements militants des années 80. Il y a l'ouvrage de Régis Schlagdenhofen qui vient de paraître sur notamment la question des outrages publics à la pudeur. En anglais, il y a un livre de Tamara Chaplin qui vient de paraître sur l'histoire du lesbianisme en France. Il va y avoir, alors ça je peux le dire parce que pour le coup c'est en plein dans le sujet, et c'est un de mes anciens étudiants, il y a Michael Studnicki qui va publier en avril sa thèse qui porte sur extrême droite et homosexualité en France, donc qui est vraiment un panorama de la question depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que c'est un livre qui va quand même pas mal faire discuter et qui, à mon sens, est vraiment très intéressant. Donc on voit qu'il y a cette effervescence. Après... il y a évidemment d'autres pays où ces recherches sont plus difficiles à mettre en œuvre. Moi, je me rappelle, c'était, alors sincèrement, j'ai oublié, mais ça devait être vers 2004-2005. J'avais été invitée en Roumanie où s'organisait le premier colloque sur les questions LGBT, et ça avait été extrêmement compliqué et il n'y avait absolument aucune publicité faite autour de ça. Il y avait eu des négociations assez difficiles avec la direction de l'université. Mais il y a aussi des avancées, c'est-à-dire que la Pologne dont je parlais, j'étais en Pologne en novembre alors c'était un colloque sur les masculinités, mais avec une grosse partie sur les questions LGBT, et il y avait des chercheurs vraiment de toute l'Europe centrale et orientale, et j'ai découvert énormément de recherches qui sont là aussi en train de se faire. Après, c'est toujours la question des financements, et c'est loin d'être la priorité, et je dirais que c'est plutôt aussi la question des retours en arrière très rapides. Les États-Unis sont très précurseurs sur ces questions depuis les années 70, mais on voit bien comment on peut du jour au lendemain en fait couper les financements, voire vous avez peut-être vu cette espèce de liste complètement
ridicule de termes que l'on n'est plus supposé employer dans les articles ou dans les recherches, où il y a même le terme femme, donc je ne sais pas comment on peut faire. Mais voilà, non mais c'est... Voilà, donc voilà, le retour en arrière est tout à fait possible. Hein. Il est très simple de décider qu'il n'y aura plus de financement pour les travaux sur le genre. On peut fermer des départements entiers du jour au lendemain. Hein. Ça, voilà. Bonsoir, merci pour cette conférence très intéressante. Justement, vous parlez de la recherche et moi j'avais une question au niveau des sources quand on travaille sur des sujets comme ça, sur quelles sources on travaille et notamment sur la question des mémoires. On l'a vu, il y a quand même eu quelques publications, mais je pense que ça reste quand même déjà assez tabou d'en parler. Et oui, comment on transmet aussi cette mémoire? Est-ce qu'il y a des familles aujourd'hui qui sont au courant, par exemple, si elles ont eu une personne déportée à cause de ça? Et oui, en général, sur quelles sources on travaille quand on s'intéresse à ce sujet-là? Est-ce qu'on trouve des archives sur ça? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Et c'est... Alors, en fait, il y a deux choses. Trouver des archives sur le sujet, oui, mais on a des archives qui sont des archives policières, des archives judiciaires, en gros, voilà, des archives de la répression. Essentiellement. Trouver des sources privées, personnelles, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez raison, si cette mémoire a été invisibilisée, c'est aussi parce que beaucoup d'hommes et de femmes se sont tus après la guerre. Même Pierre Selle, qui est voilà, le premier grand témoin français, il est déporté en 1941. Après, il va être intégré de force dans l'armée allemande. Et à la fin de la guerre, il va fonder une famille, il va avoir des enfants. Il ne parle pas du tout de ce qui lui est arrivé. Et il explique lui-même que son cheminement est long. C'est parce qu'il lit le livre de Heinz Heger, ce fameux triangle rose autrichien. Donc, il découvre un témoignage qui, évidemment, le frappe parce qu'il se reconnaît, en tout cas en partie, dans cette histoire. Et en fait, il explique ensuite que c'est en 1982, suite à une déclaration homophobe de l'évêque de Strasbourg, qu'il va sortir de son silence. Et petit à petit, voilà, il va commencer à témoigner, etc. Mais il faut qu'il y ait eu cette démarche. Et ça n'a strictement rien d'évident. Je sais, j'ai un exemple d'une chercheuse tchèque, si je ne me trompe pas, qui, elle, a travaillé sur les femmes déportées et qui avait trouvé un exemple d'une femme déportée, visiblement lesbienne, juive et lesbienne, à Theresienstadt, si je ne me trompe pas. Et en ayant recoupé différents documents, elle est arrivée à la conclusion que si elle avait survécu, en gros, à la déportation, c'est notamment parce qu'elle avait été protégée par une femme capot, ce qui est souvent le cas pour certains, voilà, pour certains déportés, il a fallu avoir une protection. Et elle a publié un article là-dessus, et ça a été une catastrophe parce que la famille de cette femme a refusé complètement d'entendre ce témoignage, d'accepter déjà que, enfin, voilà, que leur, je ne sais plus si c'était grand-mère, ait pu être homosexuelle, et encore moins ce récit, et l'a poursuivi en justice pour diffamation.
Donc on voit, voilà, le côté tabou que vous mentionnez, il reste encore aujourd'hui très présent. Et la difficulté aussi, mais là c'est pas simplement pour la question de la déportation, pour en tout cas les historiens, c'est que les familles parfois détruisent aussi les documents personnels qui pourraient servir en fait pour reconstituer des parcours de vie, parce que justement ils ne veulent pas que cela reste finalement dans la mémoire familiale. Et donc après, on se retrouve dans des situations où les seuls témoignages que l'on a, ça va être de nouveau des témoignages biaisés parce que ça appartient aux classes sociales supérieures ou à des gens qui écrivaient ou qui souhaitaient conserver eux-mêmes leur mémoire. On peut avoir des exemples, mais c'est souvent pour des périodes plus récentes, voilà, d'hommes et de femmes qui vont faire qui vont avoir le projet de conserver cette mémoire. Hein. Il y a des archives aussi du moi. Hein. On peut choisir de déposer ces mémoires. Il y a toujours des projets pour préserver, hein, comme ici pour les archives du féminisme, pour préserver cette mémoire. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur de retrouver des exemples pour les périodes antérieures. Et comme il y avait eu des questions sur le projet de loi du Seine-Bourgie, on voit qu'il y a très peu d'hommes qui ont témoigné en fait des arrestations qu'ils ont subies, et que ceux qui ont témoigné, c'était souvent déjà des hommes militants qui étaient engagés. Donc comment retrouver la trace de ces hommes, ça a rien d'évident. Bon, après, si on veut rester sur une note positive, c'est que voilà, je sens qu'on plombe complètement l'ambiance. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus, justement, d'étudiantes qui travaillent sur ces questions. Et sur la question trans, vous l'avez peut-être vu, mais le prix Mnémosyne de cette année qui vient d'être attribué, porte sur, donc il sera publié l'an prochain si tout se passe bien, c'est un mémoire, c'est un des premiers mémoires qu'on a vu qui porte sur l'histoire de la transidentité en France et du militantisme trans en France, avec visiblement des entretiens, avec des documents originaux. Donc ça va faire date et ça montre que c'est possible et qu'on peut arriver à trouver des sources petit à petit. Voilà. Donc il ne s'agit pas de décourager les recherches, au contraire. Oui, non, au contraire, c'est notre positif. Et puis, si c'est à nouveau un nouveau colloque de Jean-Michel Blanquer sur le wokisme, ce sera aussi absolument formidable. En parlant justement de ces questions d'investir ces champs de recherche, peut-être une question pour vous, Marion, à l'heure actuelle, parce qu'on a beaucoup parlé des pratiques militantes dans les années 20 et 30. Quelles sont vos pratiques militantes ici à l'Université d'Angers et plus largement celles par lesquelles vous pouvez selon vous, être le plus pertinent? Alors, nous, nos pratiques militantes, c'est la première, c'est toujours à la rentrée au mois de septembre lors du Campus Day, et on aimerait bien aussi, en tout cas à l'avenir, que le collectif se présente aussi dans les facultés. Parce que c'est vraiment le premier moyen de visibiliser le collectif et nos actions, et montrer aux étudiants et étudiantes que le collectif existe aussi, parce que ça permet aussi parfois de faciliter la communication, parce que les étudiants auraient trop peur d'aller directement voir du personnel. Donc voilà, parce qu'on a constaté encore aujourd'hui que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ne nous connaissent pas dans l'université. Donc voilà. Et sinon, nous, on travaille beaucoup avec des dragues angevines. On organise depuis, alors c'était la 2e année cette année, un bingo à la parenthèse en décembre. L'objectif, c'est de permettre aux étudiants et étudiantes qui se retrouvent seuls pendant les périodes de fête de partager un moment festif. Et le plus gros événement qu'on a depuis 4 ans, c'est le drag show qui s'est fait vendredi et samedi.
Peut-être que parmi vous, certains et certaines étaient présentes. Et là, c'est vraiment l'événement le plus important parce que ça permet de mettre en avant l'art du drag, qui est aussi un côté très important, qui l'a toujours été pour le collectif. C'est une manière de militer aussi parce que l'art du drag est forcément politique et militant. Et au moins, ça permet aussi d'organiser un événement qui est accessible pour les étudiants et étudiantes. Et d'évoquer vraiment divers sujets parce que on a vraiment le milité, mais aussi la prévention et de pouvoir parler vraiment librement de tous les sujets. Voilà. La pratique culturelle, la pratique scientifique comme forme de militance. Est-ce que vous avez des revendications politiques au-delà des revendications LGBT? Est-ce que justement vous faites un lien entre ce qui se passe au niveau du gouvernement, etc., mais pas forcément que les questions LGBT, parce qu'en fait tout est lié. Voilà, est-ce qu'il y a une forme de radicalité qui peut être nécessaire en fait quand on est LGBT un peu dans ce monde, est-ce qu'elle est portée aussi par le collectif d'une certaine manière? Alors ça c'est une question un peu compliquée parce qu'on a chacun et chacune dans le collectif nos revendications personnelles et en fait le collectif est vraiment axé sur les LGBTQIA+, mais bien sûr que on est aussi féministe et de gauche, on est tous de gauche. Évidemment qu'on se positionne contre l'extrême droite, notamment à l'université. Sinon, on apporte un soutien, mais qui est relatif parce que même si la question LGBT+ se veut quand même politisée, on veut exclure personne et on ne se dit pas groupe politique. Mais bien sûr que la question est politisée. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pas forcément le côté qu'on mettra en avant, parce que nous, c'est plus la visibilisation. Mais après, on a... par exemple, c'était l'année dernière, pour les législatives, où il y a un mouvement national qui a été lancé par des associations LGBT+, des drags, et on a rejoint le mouvement parce que ça nous semblait très important. Donc voilà, on est quand même présent, mais ça dépend le degré. Déjà, je voulais vous remercier parce que cette conférence était très très intéressante. Et c'est très important aussi de rappeler en fait tout ce qui a pu se passer dans l'histoire, étant donné comment on voit ce qui se passe en ce moment, en fait, tout simplement. Et aussi parce que le mois du genre à l'Université d'Angers est quand même quelque chose qui est très visible dans la ville et qu'on a énormément de fascistes à Angers, qu'on a en fait une ville qui est complaisante avec ces fascistes et qu'on a aussi l'université qui, en avril 2024, donc il y a moins d'un an, a interdit un événement antifasciste et qui était d'ailleurs organisé avec le collectif Luciole, le planning familial et des représentants des travailleurs en fait, de la faculté. Et je trouve ça, heureusement qu'il y a en fait un sujet qui a été abordé en fait, sur le mois du genre et l'antifascisme. Et je trouve ça très inquiétant de se dire que nos institutions, en fait, plus ça va, plus c'est des petits sujets et c'est des sujets qu'on va mettre à côté par peur aussi, et je le comprends, ce besoin aussi de sécuriser des fois les luttes LGBT, mais qui en fait, j'ai l'impression à force de se dire, ok, certaines choses LGBT sont acceptées, donc les autres, on va bientôt peut-être que les homosexuels sera ok, les lesbiennes aussi, mais pas le reste. Et je trouve ça vraiment flippant, et vraiment le fait de la lutte intersectionnelle est vraiment à re-questionner. Et là-dessus, je me posais la question peut-être à l'époque, est-ce que les universités, les endroits de savoir, en fait, se sont plutôt mis dans de la résistance ou au contraire ont collaboré quand le fascisme est passé? Parce que souvent on parle en plus quand le fascisme arrive, en fait il est déjà là. Donc en fait moi je m'inquiétais un petit peu aussi de voir ce qui s'était passé l'année dernière par rapport à ce qui se passe en ce moment. Voilà, merci.
là c'est une question qui dépasse largement le cadre de la conférence, c'est clair. Mais non, mais enfin, si on voit bien que il y avait bien sûr des courants fascistes dans les universités jusqu'au plus haut sommet. Après, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de toute façon, il va y avoir immédiatement des purges. Donc, les opposants sont immédiatement soit renvoyés, soit pour certains emprisonnés, mais qu'il y ait eu des soutiens, bien sûr, ça c'est quelque chose qui s'était distillé progressivement. Donc, il y avait des relais, ça va de soi. Après, c'est vrai que je parlais de personnalités comme Klaus Mann, qui sont un peu des figures de l'antifascisme intellectuelle, militante, cette fameuse convergence des luttes dont vous parliez tout à l'heure, mais qui lui-même sombre dans la dépression progressivement, se suicide à la fin de la guerre. Donc il y a vraiment ce sentiment d'abandon progressif qu'on retrouve chez beaucoup de gens, et surtout parce que lui, il était engagé à gauche et qu'il a l'impression que même de ce côté-là, en gros, le soutien ne suit pas, en tout cas sur les questions homosexuelles. Après, ce que vous dites aussi, qui me paraît important, alors c'est peut-être moins frappant dans les années 20, quoique, c'est le fait de penser qu'on y est arrivé. Donc, soit on va se mettre en retrait sur certaines choses. Et c'est vrai que, moi j'ai dit, il y a beaucoup de mouvements militants, mais il y a aussi beaucoup en fait, d'associations où militant, c'est sans doute un terme trop fort. C'est-à-dire, c'est des associations qui organisent des activités de loisirs. Donc, de la visibilité, oui, mais pas forcément des prises de position politiques. Et la plupart des mouvements, si certains étaient vraiment ancrés à gauche, la plupart des mouvements se voulaient apolitiques. En gros, partaient de l'idée qu'on n'allait pas mettre en avant ces questions-là, notamment aussi parce que le public de l'époque homosexuel, lesbien, on avait tous les positionnements politiques aussi, pas forcément ancrés à gauche. Et si on revient dans les années 50-60, là, je dirais qu'on retrouve un petit peu ce que vous dites pour aujourd'hui, c'est-à-dire que les mouvements homophiles qui vont se créer pour justement, c'est réducteur ce que je dis parce que là je simplifie, mais pour gagner des droits pour notamment les personnes homosexuelles, vont présenter une image d'une espèce d'homosexuel idéal qui correspond à peu près à toutes les normes bourgeoises, et en marginalisant, donc à l'époque, en gros, ceux qui sont marginalisés, c'est les folles, c'est les prostituées de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire pour présenter une image qui soit suffisamment on va dire acceptable de la part du grand public. Donc en gros, voilà, ça c'est toujours un risque. C'est-à-dire qu'on met en avant une partie de la communauté, et encore parce que là, est-ce qu'on peut parler de communauté à l'époque? C'est aussi quelque chose qui peut se discuter. Mais ce sont des hommes bourgeois, intellectuels, au sein d'Arcadie notamment, qui défendent des droits, mais quitte à faire clairement, à mettre des frontières entre l'acceptable et l'inacceptable pour eux. Donc ils peuvent reproduire eux aussi, bien sûr, des différentes formes de discrimination. Ça, c'est pas quelque chose qui serait unique à aujourd'hui, loin de là. Merci beaucoup à toutes les deux et au collectif Luciole aussi. Je voulais poser une question simplement sur le rapport à la science. Vous avez expliqué, Florence Tamagne, qu'il y avait eu, dans la période pré-nazie, en Allemagne et plus largement en Europe, une homophobie des médecins, par exemple. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça devient, en fait, dans la période nazie à proprement parler, en Allemagne et peut-être en Europe, et notamment la mobilisation, voire l'instrumentalisation de discours scientifiques, médicaux ou de sciences naturelles ou de choses comme ça. C'est un point un peu... C'est ma question un peu large, mais...
plus largement, merci. Oui, alors là, c'est un très très vaste sujet. Il y a, en gros, dès le milieu du 19e siècle, on a toutes sortes de théories médicales hein, qui, comme je l'ai dit, s'intéressent aux causes, aux origines de l'homosexualité, avec des thèses qui peuvent être en concurrence hein, les unes avec les autres. Il y a les partisans, si je peux dire ça comme ça, de la dégénérescence, qui considèrent que l'homosexualité, voilà, c'est quelque chose de plus ou moins d'héréditaire ou qui est lié à des problèmes mentaux. On a ceux qui considèrent que c'est essentiellement acquis par séduction et que ça peut donc se soigner. Donc ça va de traitements plutôt psychologiques à l'hypnose, en passant par des réflexions, cette fois-ci, qui, elles, auront des conséquences directes dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire on travaille sur les hormones, on réfléchit justement, c'est pour ça que j'avais évoqué le cas de la castration, et Himmler s'intéresse énormément à tout ça, et certaines expérimentations qui seront menées dans les camps sur les personnes homosexuelles sont la conséquence directe, oui, de ces discours. Et vous avez notamment le docteur Vernet à Buchenwald qui fera des expérimentations à la fois hormonales et de castration sur des patients homosexuels en affirmant qu'il était capable de guérir à 100% ces patients dont une partie de toute façon décédera des tortures qui leur sont infligées. Et par contre, ce discours médical, il perdure après la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, il ne va pas disparaître. Il y a de nouvelles théories, mais il ne disparaît pas. Et d'une certaine manière, je dirais qu'il est même plus présent dans les années 50 et 60 qu'avant, en tout cas du point de vue des supposés traitements. Et on voit que dans les années 20, par exemple, Freud ne prétend pas soigner l'homosexualité, alors que ses successeurs vont mettre au point différents traitements. Tout ce qui va être expérience type lobotomie, ça, c'est ce qu'on voit dans les années 50-60. Castration chimique, c'est les années 50-60. Donc, et ça, pour le coup, il y avait la question tout à l'heure des pans encore inexplorés. Il n'y a quasiment rien encore qui a été fait sur toutes les dérives médicales après la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que les archives médicales, elles sont fermées généralement pour 100 ans au moins, donc on ne peut pas y avoir accès. J'ai un étudiant, Sébastien Landrieux, qui est en train de finir sa thèse. Lui travaille sur l'homosexualité dans le Nord, et il a eu accès, en tout cas pour le 19e siècle, à un certain nombre de documents d'établissements psychiatriques, notamment de jeunes qui sont placés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Donc là, je pense qu'il y aura un certain nombre d'avancées sur le sujet. Il y a aussi une chercheuse qui a montré comment le LSD avait pu être utilisé dans les années 70 comme soi-disant remède, là aussi, à l'homosexualité. En gros, tout ce que aujourd'hui, on va appeler thérapie de conversion, mais qui ne portait pas ce nom-là. Là, il y a un champ entier de recherche à mener. Et je pense que, d'ailleurs, bon, là, il y a des historiens de la médecine qui peuvent travailler sur ces questions, mais ça nécessiterait aussi, je pense, que le corps médical fasse un retour un petit peu en arrière et travaille aussi là-dessus. Ouais. Que le dernier ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche plénipotentiaire avait voté contre l'interdiction des thérapies de conversion au Parlement, pour dire dans quelle ambiance politique on peut être. Est-ce qu'il y a une dernière question pour l'une, l'autre ou les deux intervenantes de ce soir ? Alors, s'il n'y a pas de dernière question, en tout cas publique, on va clôturer la séance ici. Un immense merci à Florence Tamagne d'être venue pour cette présentation. Un immense merci à Marion et le collectif Luciole.
Donc je le redis aussi pour qu'on m'entende, un immense merci Marion d'être venue ce soir, un immense merci au collectif Luciole et à tout ce que vous faites. Et le mois du genre milité continue, même s'il n'y a plus de drag show prévu pour l'instant. Mais on vous invite à aller aux conférences qui restent à venir jusqu'à fin mars. On doit absolument libérer Florence Tamagne à 19h45, dernier délai, parce qu'elle va faire un entretien avec Radio Campus. Et les locaux ici sont à libérer à 20h. Vous ne pourrez plus rentrer après.